Et donc, nous allons enchaîner avec la catégorie du sublime. Ah non, je plaisante. Mais du moins, c'est la question posée, dans l'énoncé, qui est certes un peu ambitieuse. En tout cas, on va voir, mais c'est plutôt l'inquantifiable que le sublime, et les attendus de l'autre côté de la transformation, qui a parcouru déjà les premiers débats de notre après-midi. Vous vous en êtes aperçu, notamment lorsque nous avons évoqué ensemble la question du fantôme de l'existant, tellement présent qu'il en devient un peu l'impensé des débats sur le logement. Et pourtant, c'est lui qui est le plus présent dans les villes qui nous entourent. Donc c'est Maëlle Tessier qui va commencer. Je la laisse se présenter en quelques mots. Patrick Rubin se présentera lui aussi en quelques mots, et Maëlle enchaînera avec ses images. Bonjour à tous, ouais, vous m'entendez? Donc Maëlle Tessier, je suis architecte praticienne associée de l'agence Tact Architecte à Nantes. Je suis aussi professeure dans cette école et je suis ravie de reconnaître quelques visages que j'ai croisés il y a quelques temps. Patrick Rubin. Alors, peut-être d'autres, ils sont... Moi. Je suis... Ça va? Non? Là. Je suis sûr de moi. Il est bon. Merci, Patrick Rubin. Alors, je suis pratiquant aussi. Je suis architecte. Canal, à Paris, on fait... À chaque fois qu'on a un projet, on tente de faire une recherche. Un peu comme Pérec qui souhaitait toujours épuiser le sujet. Vous avez dû lire ce petit bouquin formidable. Il est sur la place Saint-Sulpice. Il passe des heures et des heures et des heures à regarder les autobus. Il épuise le sujet. Donc c'est un peu ça le thème. C'est une recherche plus empirique. Je m'adresse là aux doctorants. Vous verrez, ce qui va être présenté, c'est pas forcément le classique des thésards. Bon. Donc la vie comme une longue recherche tranquille au carrefour Mabillon. À toi, Maëlle. Ok. Là, c'est bon, il fonctionne. Alors moi j'ai voulu intituler cette présentation Une réparation créatrice. Je vais vous expliquer pourquoi en citant un philosophe qui s'appelle Pierre Kay, mais je vais y revenir. Ce que je vais vous montrer là, c'est quelques projets de l'agence Tact Architecte, et c'est avant tout un travail collectif, c'est vraiment important de le dire. On est une petite dizaine à l'agence, à combattre ensemble, je dis souvent des combats heureux, à combattre ensemble, je dis un vocabulaire un peu guerrier, de manière... pour rire, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est extrêmement engagé dans la question du logement, notamment, mais pas simplement. Et on se rend compte aujourd'hui que pour sortir des projets de qualité à de différents endroits, c'est un énorme engagement, mais un engagement plutôt passionné et partagé notamment avec mes deux associés, Paul Schoenberg et Mathieu Germont. Là, j'ai simplement mis une petite capture d'écran très rapide, non pas pour la commenter, pour vous dire que je vais vous présenter deux projets de même famille, donc qui se ressemblent ou qui déclinent les mêmes intentions projectuelles, mais on n'est pas enfermé dans une catégorie. Ce qui nous importe, c'est plutôt la grande attention à porter au lieu, aux gens, et à partir de là, que ce soit des vraies matières à projet. Je vous disais que j'allais vous citer Pierre Kay. Alors c'est pas pour être un peu noir, mais je pense que c'est important aussi de voir les environnements de pensée. Je suis enseignante dans cette école, et évidemment que de s'entourer on a parlé de Bruno Latour au tout début, de philosophes, de penseurs, c'est absolument décisif pour nous aider aussi à avancer et puis à lutter sur qu'est-ce qu'on défend en tant qu'architecte au quotidien. Les guerres du XXe siècle ont fait naître l'illusion que la destruction pouvait naître la création. Aujourd'hui, l'homme est en guerre contre tout, sa biosphère, ses semblables et lui-même. On voit de plus en plus les destructions, de moins en moins les créations. Il n'y a plus d'automaticité ni même de logique dans le passage des unes aux autres. Ce qui est détruit l'est définitivement, tandis que ce qui est créé reste étranger à toute relève du passé. La croissance devient alors un processus illisible et chaotique. Affectée de crises imprévisibles, elle perd sa dimension providentielle pour ressembler à la transience d'un Dieu obscur produit par une théologie sauvage. Elle se traduit par des chiffres abstraits, non par des liens pérennes. La destruction créatrice relève désormais de la pulsion de mort. C'est pourquoi il est temps d'en faire la critique. Donc, juste un petit commentaire derrière. Cette destruction créatrice dont parle le philosophe Pierre Kay fait la critique, et dont il fait la critique est la forme visible d'un système capitaliste dévastateur.
L'un des grands changements d'attitude que nous devons probablement activer de manière urgente, et je pense qu'en tant qu'architecte, on a largement une place à prendre, est le refus du renouvellement de nos milieux de vie par destruction massive et par étalement sur les terres non artificialisées. Des choses qui ont été dites depuis le début différemment ou pas tout à fait les mêmes depuis le début de la journée. Le mouvement moderne a largement contribué à ériger en modèle l'idée de destruction créatrice, la table rase pour faire place nette et repartir sur de bonnes bases, l'opposition au désordre urbain vernaculaire par une remise en ordre planifié. Nous pouvons aujourd'hui attester des dommages irréparables que ces actions ont eus et continuent d'avoir sur nos milieux de vie. Alors évidemment, l'idée derrière, elle n'est pas de prôner un retour au vernaculaire. On a, je vous le disais, des écritures tout à fait différenciées en fonction des contextes dans lesquels elle est établie. On défend éminemment la question du contemporain, de l'habitat contemporain. Donc ce n'est pas d'être un retour nostalgique au passé, mais peut-être se dire qu'un des plus grands actes écologiques, et certains l'ont dit aussi ici, c'est d'arrêter de détruire et surtout de ne plus rien artificialiser. Ce petit projet de logement, c'est un des projets peut-être qui nous a un peu fait connaître ou reconnaître. C'est un projet de 6 logements à Mauves-sur-Loire, pas très loin d'ici. C'est un projet d'une maîtrise d'ouvrage qui n'était pas professionnelle, étant donné que c'était une association qui est une maison de retraite en fait. Donc elle avait un morceau de parcelle dont elle savait que faire, et sur lequel on voit ça tout en bas, sur lequel elle avait un petit parcellaire de 520 mètres carrés. Et juste en rive du bourg, elle nous dit il y avait des locataires, mais vraiment tout était vétuste, en très très mauvais état. Et ils nous ont dit alors ils connaissaient Mathieu déjà, et par question de confiance et de travail déjà avant, et ils savaient l'engagement qui était porté, ils nous ont fait confiance pour qu'on programme ensemble et qu'on se dise non, on ne va pas casser, on ne va pas détruire, on va rénover, on va réhabiliter. Et c'est aussi, et j'en parlerai avec un autre projet à Bouguenais, c'est aussi l'important, c'est aussi la connivence et la confiance que l'on peut avoir avec un maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est justement rémunéré, si notre travail est reconnu, s'il y a un vrai rapport de confiance, on arrive à travailler et on arrive à bien travailler. Voilà, ce projet, peut-être je le passe très vite. La petite maquette que vous voyez tout en haut, il montre en bleu ce qui était existant et en jaune ce qu'on a ramené. Et on aime beaucoup l'idée du tissage, de la couture. Alors, quand on est évidemment plus facilement dans une extension de centre-bourg, on aime ça parce qu'en fait, on se dit que la relation à l'intimité, une pièce d'extérieur, ça fabrique si on fait en sorte que les intimités soient respectées et que faire tout vivre tout le monde ensemble. Moi, je dis souvent, pour être bien avec les autres, il faut être aussi bien chez soi. Donc voilà, donc la conception architecturale par écart et relation d'emplacement. Alors j'ai peut-être quelques étudiants, ils vont se dire, ils m'ont eu hier, ils vont avoir ras-le-bol parce que je raconte souvent ça, en fait, l'importance de savoir emplacer les éléments et les volumes. Et ça, c'est un travail de longue haleine, qui est collectif. Mais ça fabrique, en fait, c'est un projet, celui-ci et l'autre aussi, qui ne sont pas du tout résumables à une image. Ils sont forcément, nécessairement parcourus pour les comprendre. Et je parle de ça de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Alors, j'ai voulu vous montrer ça en interlude avant le projet de Bouguenais, parce qu'en fait, finalement, notre ordinaire, ce patrimoine ordinaire, pour nous, c'est un héritage, on hérite de ça, et on est en ce moment de plus en plus appelés, pas forcément directement pour faire un projet opérationnel, mais pour être assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment, par exemple, par des bailleurs sociaux, mais pas que, ça peut être des élus, qui ont des patrimoines bâtis, une vieille école au Pèlerin, un bâtiment des années 90 à Saint-Marc-du-Désert dans lequel il y a des locataires occupants, une ancienne caserne de militaires au centre de Nantes. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ? Et le qu'est-ce qu'on fait de ça, c'est parce qu'un certain nombre, en effet, d'élus sont vraiment à la fois dépourvus d'outils, mais extrêmement sensibilisés quand même à cette cause-là écologique. Et en même temps, si on leur propose que du capacitaire, comme les promoteurs nous le demandaient souvent, c'est-à-dire juste faire un capacitaire sur une parcelle, c'est absolument pas soutenable, en fait. Il faut faire une faisabilité architecturale, sensible, paysagère. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre ordinaire que ces travaux-là, et qui sont assez passionnants, parce qu'en fait, finalement, tout mérite une attention, et ça ne veut pas dire qu'il faut tout garder et fétichiser l'existant, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'on peut vite transformer, et de manière qualitative, les choses. Alors, je fais rapidement pour passer sur Bouguenais, c'est un projet qu'on vient de livrer, donc 6 ans après Mauves-sur-Loire. Je vous disais que pour nous, c'était un projet d'une même famille. C'est lié notamment à une élue à la ville, à la forme de la ville, Madame Landreau à l'époque, qui a lancé un concours. Donc 3 équipes d'architectes associées chacune avec un maître d'ouvrage. Donc déjà, le montage opérationnel est assez singulier. Le foncier avait été racheté par la ville, c'était une ancienne école privée. Donc là, vous voyez le avant-après.
Et ce projet, en fait, à Bougnay, donc le maître d'ouvrage, c'est Atlantique Habitation. C'est aussi un maître d'ouvrage avec qui on travaille très fortement en confiance depuis quelques années maintenant. Et ce maître d'ouvrage nous a fait confiance pour dire que sur cette parcelle, alors hop, je vous mets juste une petite slide pour essayer de comprendre, même si c'est pas si évident, mais vous avez un peu également des jeux d'avant-après. Ce site d'ancienne école, sur une parcelle de 2000 et quelques mètres carrés, aurait pu être acheté par un privé pour qu'il en fasse un très beau domaine. À ce moment-là, avant qu'on arrive, les élus ont l'intuition de dire il faut qu'on rachète ce foncier. C'est l'extension de notre centre-bourg et ça ne peut pas être reparti dans le privé. Donc ils achètent le foncier, ils lancent un concours d'architecture. Donc comme je vous le disais, avec un maître d'ouvrage et un architecte. Et à partir de ça, là où notre maître d'ouvrage nous fait confiance, c'est que nous, on lui dit on ne va pas démolir en fait, on va faire avec, on va grignoter, on va transpercer, mais on va faire avec, on va faire un travail de couture. Le maître d'ouvrage, il connaissait les logements de Mauves-sur-Loire. Et j'aime à dire que c'est notre plus grande force, c'est quand on arrive à évidemment sortir un premier projet de terre, parce que c'est la démonstration qu'on peut faire, qu'on peut réussir à faire. C'est souvent une de vos préoccupations fortes, mais enfin, comment on commence ? Quand on a monté l'agence il y a 10 ans, on a fait tout petit au début, des maisons, des extensions. Et puis vous voyez, vous avez vu le projet Zélige que Éric Girard a présenté, on a aussi avec Tecton fait 100 logements. Donc en fait, la question c'est pas à pas, à sa mesure. Et si on sort des projets soignés, moi je pense, je reste très optimiste sur ça, on arrive à continuer à accéder à la commande. Donc là, sans épiloguer, ça fait un plan complètement improbable, assez dur à lire ici. Voilà. Alors l'autre volet fondamental, évidemment, c'est qu'en fait, des projets comme ça, ils nécessitent un engagement entier dans le suivi de chantier. Et à l'agence, on fait tous du chantier, on en a tous fait et on le défend ardemment. C'est-à-dire jamais on ne prend une mission qui n'est pas en DET. Je sais que ça peut paraître soit des tabous, soit voilà, mais je pense que la question des savoir-faire, la question du rapport à des artisans, ça fait partie réellement en fait de la capacité à faire qualité. Et probablement que cette petite citation de Pierre Kay, un peu provocatrice sur le capitalisme dévastateur, c'est aussi à un moment donné la capacité à revaloriser les métiers du faire, ceux qui fabriquent, pas tous ceux d'intermédiaires, pas tous ceux, que de la com. Voilà. Donc ça, c'est aussi des combats, c'est se dire où on met l'argent, où va l'argent. Et souvent, l'argent, il n'est pas assez dans le bâtiment, en fait. Il est sur plein d'autres choses, mais il n'est pas dans le bâtiment, pas assez. Voilà. Donc après, c'est juste une petite balade très succincte. Ouvrir une rue, parce que c'est un projet qui, quelque part, donc une ancienne école, on a plusieurs cours, on en a 4-5. C'est un projet qui est dans la pente, vous voyez sur la coupe, 15 mètres de dénivelé, qui relie un centre-bourg au quai de la vallée. Et en fait, on a proposé par le projet que c'était 23 logements, mais 23 logements qui ouvriraient une nouvelle rue à Bougnay. Donc ça aussi, c'est une intelligence avec un maître d'ouvrage, avec des élus qui se disent il y a une possible rétrocession pour qu'il y ait possibilité. Alors en fait, ce n'est pas une rétrocession, c'est juste un droit de passage. Mais voilà. Et donc vous voyez la première cour dans cette image-là, on voit qu'on a une multiplicité de porches. Voilà, juste quelques photos. Bien sûr que ces potentialités, cette axonométrie, donc c'est le projet un peu éclaté, alors assez compliqué à comprendre, il y a 23 logements différents. C'est pas forcément qu'on défende qu'il faut absolument que tout soit différent, que tous les logements doivent être différents. Il y a des projets où il y a tout intérêt à justement, quelque part, standardiser pour avoir de la grande hauteur sous plafond, comme ça a été dit juste avant. À cet endroit-là, c'était fondamental de se dire qu'une pièce d'extérieur, donc un jardin complet, ça devient compliqué aujourd'hui aussi, on ne peut plus avoir, c'est plus soutenable d'avoir 500 mètres carrés et sa maison au milieu. Par contre, tout le monde a envie d'avoir un espace extérieur et c'est tout à fait légitime. Et c'est comme ça qu'on a fait ce travail de couture. Et ça génère, c'est un peu ce qu'on a essayé de vous mettre juste en partie basse, ça génère aussi des vraies qualités spatiales, des vraies hauteurs sous rampant. Dans l'existant, on a du 3,20 m sous plafond, des fenêtres qu'on n'aurait jamais fait classiquement. Et donc ça aussi, ça fait un peu œuvre peut-être de pédagogie, parce qu'en fait, ça repositionne un peu tout le monde sur ce qui fait sens quand on habite. Est-ce qu'on doit absolument, à ce point-là, standardiser la pensée ? Ça, c'est un chemin qui est long et il faut être, malgré tout, il faut être combatif. Je le crois sincèrement. Mais voilà, ça fait ses preuves, malgré tout, je pense. Et pour terminer, en fait, voilà, l'architecture qui prend vie ou le plaisir d'habiter, moi, j'aime aussi se dire que dans cette période un peu hard, voire très hard, il y a du vrai plaisir à faire, il y a du vrai plaisir à travailler à 10 à l'agence, il y a du vrai plaisir à voir les gens qui se sont vraiment
accaparé. Alors ça ne veut pas vous dire que c'est le monde parfait, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'entend, non plus, hein. Il y a aussi plein de problématiques. Mais à un moment, ce plaisir à habiter, je crois, enfin j'espère qu'on sert un peu à ça. Et donc moi aussi, je finissais par Zélige. Là, c'était du coup de vous dire que le gros désordre partout, moi en tout cas, j'aime beaucoup que la vie prenne largement après qu'on soit parti. Et puis le bâtiment, il deviendra ce qu'il deviendra. Voilà. Merci Maëlle. Donc, à vous, Patrick Rubin. Pardon, merci. Grand plaisir d'avoir écouté. Tes étudiants ont beaucoup de chance. Je sais pas. Enfin, on en reparlera peut-être plus tard. Oui, on a un master. J'y suis plus, mais j'ai créé un master à Marne-la-Vallée qui s'appelle Transformation des situations construites. Cette image pourrait peut-être le dire. Je vais vous parler de la transformation, donc, et je dois aller un peu vite. Vous dire qu'il y a 3 petits livres, enfin le dernier est en train de sortir, que nous avons produits, aussi un atelier d'une 12aine de personnes aujourd'hui, et conçu réversible, en s'interrogeant mais pourquoi on ne construit pas réversible, mais je pense que Anne en a parlé. Transformation, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est justement, d'ailleurs c'est le titre du master. Il y a des situations construites, nous les regardons et nous faisons, démonstration qui vient d'être faite. Et zone, peut-être que dans un an, je reviendrai vous voir et j'aimerais beaucoup partager cette question sur ce qu'on appelle les laissés pour compte dans le paysage, les délaissés, les zones, les mauvais lieux, les lieux maudits, tous ces terrains qui vont bientôt être reconquis par le capitalisme dont tu parlais. Mais on a intérêt à passer juste un peu avant pour donner quelques codes. Mais ce n'est pas le sujet. Enfin si, c'est complètement le sujet, mais je ne vous le démontre pas. Alors, transformation, donc ça c'est fini, c'est bien fini. Je ne vois pas quel élu aujourd'hui serait capable de faire ça. Évidemment, on est face des bâtiments. On va dire que c'est pour échapper au crack ou échapper à la mauvaise graine. En fait, on est face non seulement à un bâtiment, mais des mémoires. Ce qui tombe assez bien, c'est que sur Inter, le matin, on entend tous parler de carbone, de développement durable, de notre temps qui est massacré. Donc ça, déchets, peut-être qu'on va aussi se calmer. D'ailleurs, on se calme, mais surtout, tout le monde l'entend. Et une démonstration sur un des projets qu'on a livré à Paris, rue Moussaïa, c'est un immeuble de Claude Parent qui était mis à concours. On devait... Enfin, mes copains, enfin ceux qui étaient en face de moi, ils ont un peu plus cassé. Nous, on n'a vraiment rien cassé. Et on a revisité le bâtiment qui était intelligent. Enfin, aujourd'hui, il a des menus extérieurs en bois. Avant, ils étaient en aluminium. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce que je joue le rôle de passeur jusqu'au bout ou est-ce que je peux interpréter? Nous, on est plutôt dans l'interprétation. Un bâtiment très intelligent. Si, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que un double escalier, je ne sais pas si vous voyez la barre horizontale en haut centrale, un double escalier contrarié dit à la Chambord qui va suffire pour, sauf un petit escalier au bout, pour tout gérer des bureaux. Auparavant, c'était des bureaux de la sécurité sociale. Le programme, logement étudiant, logement jeunes travailleurs, logement artiste et évidemment un coworking dans son rez-de-chaussée. Donc, on va avoir assez peu d'éléments à changer. C'est-à-dire qu'on va le caresser, quoi, le bâtiment. Un peu brutalement, nous sommes un peu guerriers aussi, mais on va l'entendre, on va l'écouter. Ça me donne l'occasion de dire qu'il faut vraiment, la génération montante, que vous battiez, je vais être trivial, pour ne plus laisser les maîtres d'ouvrage dire qu'un diagnostic, ça vaut 5% des honoraires. C'est-à-dire qu'un diagnostic, c'est un tiers de la pensée, déjà. C'est-à-dire que si on est capable d'entendre, de trouver, lorsqu'il s'y trouve, le génie du lieu, ou tout simplement parce que les bâtiments ordinaires, c'est eux qui vont être sur le terrain demain. C'est les bâtiments qu'on ne regarde pas, qu'on n'aime pas, qu'on dit laid ou hostile. Ils ont tous une histoire. Déjà, la première, c'est qu'il y a eu des architectes et des ingénieurs et des constructeurs qui les ont fondés. Et en général, ils tiennent debout.
Alors, il faut voir pourquoi on devrait les casser. Donc, là, je reviens sur Moussaïa, bureau, logement. Évidemment, le manteau thermique, acoustique, vous savez pourquoi et comment faut-il le traiter et comment on massacre pas un bâtiment de l'intérieur. Mais évidemment, si on ne met pas l'isolation à l'intérieur, on va la mettre à l'extérieur. Pardon, c'est le contraire que je voulais dire. À l'extérieur, on va la mettre à l'intérieur. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Piège, des planchers à 250 kg portance mètre carré, parce que c'était des bureaux, on était dans les années 70. Mais très mauvais rapport acoustique. On est dans le logement, lieu de sommeil, d'étudiants à étudiants d'étage à étage. Il a fallu, et ça je le souligne parce que je le souligne toujours, et on ne casse pas un bâtiment en béton. Par contre, on va rentrer 2000 tonnes de béton pour mettre sur 7 cm d'épaisseur, sur ces mêmes planchers, qui sont porteurs évidemment, de quoi régler l'acoustique. Je vous le dis, si vous tombez sur un sujet comme celui-ci, d'abord, on peut en parler ensemble, mais aujourd'hui, c'est plus envisageable. La loi Elan peut nous aider, le permis d'innover peut nous aider. Alors, un bâtiment dont on est plutôt content, enfin, c'est surtout eux qui sont contents, les étudiants, ça va bien, ils ont des loyers très bas, c'est pour le Crous, enfin, peut-être beaucoup d'entre vous habitent dans des résidences. Et puis, je vais voir c'était pour la RIVP, un des bras armés de la ville de Paris pour construire. Ils bossent plutôt bien la RIVP, comme Paris Habitat, comme SIAMP. Enfin, ce sont des maîtres d'ouvrage qu'on croise souvent et qui font travailler beaucoup d'architectes. Et je vais voir le directeur. Je lui dis, écoutez, vous êtes content, bravo. Vous nous avez donné ce qui était gris, on en a fait le jaune. Mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'économie de ces bâtiments, car on intervient dans ces bâtiments avec les mêmes outils que la construction neuve. Il y a un problème, et si le problème n'est pas révélé aujourd'hui ou demain, après-demain, les vœux de tous de ne plus détruire, on n'y arrivera pas, parce que construire coûtera, et coûte déjà, est déjà dans une économie qui est moins élevée que de réhabiliter, comme on dit, réhabiliter lourdement. On s'échappe, nous, de ces réhabilitations lourdes. On préfère aller dans ce qu'on nomme être la réparation. Le projet que je lui présente, c'est, vous voyez, ce qui est bleu, ça pourrait ressembler à cette école. Hein, c'est du brut, c'est de vos architectes préférés. Ça pourrait être du Bouchin, ça pourrait être du Druot, ça pourrait être du Chemetov, Alexandre. Et on sait très bien, quand on aime ces bâtiments, quand on a le plaisir d'imaginer ce qu'ils peuvent devenir, on sait très bien, quand on gratte, on va trouver d'abord la structure, et surtout, on va se préoccuper après de toutes les normes qui nous sont commandées dans les programmes, et on va contrarier le domaine. Et je dis donc à mon directeur, l'industrialisation, les industriels doivent nous aider. C'est-à-dire que les capsules que vous voyez là, qui sont rouges, elles sont ultra performantes. Ce qui est bleu, c'est ce qu'on nous a légué. Et je lui dis, on ne va pas réabîmer les bâtiments en les pensant avec 15 cm d'isolation, que ce soit dedans ou dehors. On ne va pas jouer l'acoustique comme on vient de perdre là, sur l'immeuble qu'on vient de vous faire, mais il faut arriver dans ces bâtiments. Alors, peut-être j'ai une image qui dit les désosser, conserver ce qui existe. C'est peut-être un travail, c'est plus une question d'échelle, c'est peut-être un travail comparable à ce dont tu parlais, Maël. Et à partir du moment où on a ce qu'on appelle le solide et qu'on a évacué ce qu'on pourrait appeler, ou ce que j'appelle le liquide, vous voyez, ce qui est un peu fluide, ce qui est volatile, il nous reste quand même beaucoup d'éléments qui ont l'intelligence de porter, de contreventer, de protéger. Et à partir de là, c'est une réflexion. Hein, et je vous le dis tout de suite, hein, j'ai perdu le concours sur une idée comme ça. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mon directeur. Et je lui dis, c'est un peu les casiers de Corbu, quoi, où on rentre
des éléments indépendants. Je lui dis, réfléchissons un moment si... Enfin, je ne dis pas exactement comme ça. Mais la question de la performance qui est en train de monter, si on ne la règle pas avec les industriels et si on reste avec le BTP, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que pour ceux qui font des stages de chantier, vous voyez un peu comment ça se passe. 15 entreprises, ça se bagarre. Peut-être pas les tiens, je ne sais pas. Ça se bagarre, c'est guerrier. On a des... Donc, c'est dire que c'est le... Comment faire une rencontre d'un existant avec... C'est pas de la science-fiction, ça existe. Hein, avec... Ça sont des containers, vous voyez. Le scaphandre veut bien dire, je suis dans un milieu hostile et je suis autosuffisant. Et après, je rentre, je pénètre une structure et surtout, ce que je fais, c'est que j'évite de faire un chantier sur 3 ans, je le fais en 2 ans, parce que je distingue à la fois le gros œuvre et les fluides, donc le dur, on va dire, du soft qui est représenté par ce qu'on appelle le second œuvre. Il est fabriqué ailleurs et c'est ce que vous en parlez certainement beaucoup, c'est ce qu'on appelle le hors-site. Et je dégringole les défauts de la construction de 6000 à 600 réserves. Alors, ça, on peut le dire de manière théorique. Enfin, moi, j'ai dit ça à 20 ans quand j'étais étudiant. J'étais fasciné par Archigram, évidemment. Et puis, on se rend compte que, bien entendu, les Japonais ont déjà fait ça. Les Hollandais fabriquent leur hôtel Citizen ainsi. Tous ceux qui aiment le design italien doivent voir remonter Branzi, Sottsass, Mendini. Enfin, ils ont tous travaillé sur cette fascination qu'on a généralement quand on est étudiant, d'avoir un composant qu'on vient greffer dans un existant. Et alors, pour corroborer tout ça, on est allé à Montpellier voir des fabricants de tiny house en bois. On est allé également à Saint-Nazaire pour voir comment on faisait des cabines de paquebot. Je peux vous assurer que c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'une cabine de paquebot, c'est un volume de 18 mètres carrés qui est une résidence étudiante qui pourrait être défiscalisée s'il le valait. On ne fait aucune révolution, hein. Sauf que l'attention que l'on met, c'est de dire si on fabrique ceci ailleurs que sur le chantier, et si on arrive à mettre en place, et on peut y arriver très très bien, hein, ou des cabines ou des tiny, si on sait les déplacer, encore une fois, ce n'est pas des containers, hein, c'est des espèces de grands meubles qui viennent se lever dans l'architecture. Eh bien, on pourrait espérer gagner ces 600 logements que nous avons perdus à Jussieu. Et pourtant, tout était fait. Alors, je vais revoir le directeur et je lui dis, mais comment se fait-il qu'on ait perdu? Vous sembliez assez enthousiaste à ce que je vous ai dit. Il me dit, trop risqué, trop tôt. Mais je ne vais pas prendre le temps de vous en parler maintenant. Bon, et tout ceci, je peux vous assurer que ça fonctionne. Qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui pourrait être important dans ce qui est projeté là, et pourquoi je voulais vous le faire voir, c'est dire que toute la chaîne du bâtiment doit changer. Il nous faut être dans la compréhension de ce qu'on fabrique. Je voudrais vous dire que s'il y a des ingénieurs dans la pièce, tous les ingénieurs, toute la génération des architectes et des ingénieurs, elle a été fabriquée sur du construire neuf. Les lois sont posées après les 30 glorieuses, la loi MOP, elle en est là. Et aujourd'hui, il y a une forme d'inculture, hein, je dirais, pas pour l'ensemble des promoteurs, qui va chercher la capacité. Et là, vous êtes perdu, quoi. Vous êtes perdu entre ce qu'on va vous réclamer comme étude de capacité et peu à peu, vous perdez tous les abacs du construit. Et le construit, en France, c'est le béton, et vous êtes obligé de vous référer au BET, on va dire. Et c'est à nous de reprendre la main sur les composants qui fabriquent le logement. Bon, très vite, hein, parce que je vous fais... Ça, c'est réversible. Si vous voulez, on en reparlera peut-être dans les échanges. Évidemment, on n'habite plus de la même manière. Évidemment, les principes constructifs, enfin, ce qu'on pourrait préférer, c'est le poteau dalle, parce que c'est un plan libre. C'est comme si on était dans une forêt sans encombre. On a défini 7 principes. Anne en a d'autres, Anne Demi en a d'autres, d'autres en ont d'autres. Bon. Mais grâce à cette démonstration, je suis parti sur autre chose, mais c'est toujours dans l'idée de ne pas détruire. Hein. Parce que si on construit des bâtiments qui auront une mutabilité à venir, évidemment, on n'aura pas à les détruire. Un bâtiment, s'il n'est pas terriblement construit, il fait 40 ans,
des bâtiments comme ceci doivent faire au moins 120 ans. Système très très simple, on pose les... vite dit, 2,70 de hauteur, à peu près 13 mètres de large. Ça n'est pas standardisé, ça n'est pas monotone. Tous les architectes peuvent trouver plusieurs formules urbaines. Et surtout, ce qu'on a été défendu, on était lauréat d'un AMI qui disait il n'y a pas de case réversible dans le CERFA, du permis de construire, on voudrait l'inventer, et ils nous ont quand même pris. Et après, ils nous ont donné un terrain à Bordeaux où il nous manque une signature, avec les pompiers, bien sûr, où nous allons construire ceci en début d'année. Et donc, l'astuce qui vient de l'État, parce que c'était loi Elan, permis d'innover, etc., nous autorise à déposer un permis qui est bureau ou logement. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a une mutation en ascenseur de droite à gauche de la possibilité. 3 dérogations, si vous voulez, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Et c'est pas du tout spectaculaire. Hein. C'est un bâtiment, on pourrait même dire qu'on n'a pas besoin de permis exceptionnel. Hein. On pourrait construire un réversible sans avoir à le dire. C'est tout simplement, quand on a de l'attention au construit, au prix, au process... Si vous regardez ceci, c'est une petite axono d'un type d'immeuble tout à fait classique, sauf que là, on peut habiter, on peut travailler, on peut permuter. C'est destiné, c'est pas de la vente, c'est de la location, c'est destiné à être géré par un propriétaire unique et qui, c'est ce que j'allais défendre hier à Bordeaux, devant les pompiers, parce que les pompiers disaient c'est justement, mais dites s'il y a le feu au 4e, est-ce que je sais s'il y a une mamie qui habite là ou est-ce qu'il y a le travail et tout. Donc il faut être très très pédagogique. Et puis le prochain qui va arriver, c'est zone. Je vous en parle l'année prochaine peut-être. Merci. Merci. Parfait. Oui, il nous reste encore un quart d'heure pour échanger ensemble. Est-ce qu'il y a des réactions à ces 2 présentations ? Je ne vois pas bien, j'ai la lumière dans le visage, mais j'ai un micro aussi. Bref. Vous avez dit quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit la loi Elan peut nous aider. C'est-à-dire, oui. Précisons. Oui, je suis allé très vite, mais ça vaut quand même le coup que je... Non, c'est ce petit... Voilà, c'est cette slide. Le permis d'innover, c'est faites ce qu'on ne vous donne pas le droit de faire. Et ça vient du gouvernement. Hein. Ça a commencé sous Hollande, ça a été repris avec Macron. Je vois le président du CROA qui... Qui est le président du CROA? Bon, il fait moi-même. La loi Elan, elle a une multitude de facettes pour nous aider. Enfin, c'est ce qu'on réclame. Le peuple réclame ça, et nos dirigeants disent oui, on va calmer le jeu. Et à un moment, il y a toute une bande autour de gens comme Stéphane Defaille, de Normandie, enfin des énarques, des Sciences Po, mais qui c'est pas parce qu'ils sont énarques qu'ils réfléchissent pas, et ils se disent comment on peut faire ça dans nos services, c'est compliqué, comment ça va ruisseler, est-ce qu'on va y arriver? La loi Elan, elle autorise à déposer des permis et à les signer, l'État, sur des terrains de l'État aujourd'hui, pour faire en sorte que vous puissiez, avec 3 dérogations, je vous le dis très très vite. La première chose, c'est que le signataire, c'est l'État de ce qu'on appelle une étude d'impact. Deuxièmement, fiscalement, c'est très compliqué. Bureau, logement ou hôtel ou industrie, c'est jamais la même fiscalité. Donc, on sait la retarder jusqu'à 90 jours après la réception du bâtiment. Et puis, la 3e dérogation, c'est celle qui m'a fait travailler hier. C'est les pompiers, je vous ai dit un peu rapidement en quoi eux, ils sont tout à fait d'accord, techniquement il est impeccable, mais ils ont une dernière réserve, c'est qu'ils ne sont pas mandatés pour signer un truc bizarre, quoi. Et alors quand je leur dis, mais c'est pas bizarre puisque ça a été voté, c'est passé à l'Assemblée, c'est passé au Sénat, ils disent, faut voir, allez voir les ministères. Et après, bon, mais ça c'est classique, je ne vais pas m'étendre sur ça. Donc c'est la jurisprudence qui manque. Oui, voilà, exactement. Mais pourquoi je parlais de ça pour les 2000 tonnes, là? C'est qu'on peut très bien déposer un permis en disant on va vous trouver, on va déroger à la question de l'acoustique, elle ne sera pas aussi parfaite qu'on nous le demande dans le neuf, mais comme on a raison, puisqu'on est dans un bâtiment ancien, vous voulez qu'on les conserve, on aura une acoustique un peu amoindrie. Mais par contre, on va vous donner autre chose à la place. C'est ça les dérogations. C'est en quoi la loi Elan peut nous aider.
c'est relancer le cadre à chaque fois. Est-ce que ce qui vous rassemblerait, c'est l'existant comme juge de paix, si j'en retiens aussi, Maëlle, ce que tu as dit, c'est voilà, le plafond à 3 mètres, il y a une sorte de... Voilà, c'est édifiant. Ouais, je sais pas si c'est un juge de paix, mais C'était à 3 mètres. c'était, ouais. Bah, en fait, ça 3 mètres 20. dépend de dans quel existant on est. C'est Tu vrai as qu'on n'a dit. pas montré les mêmes formes d'existants. Mais en fait, on s'en sert énormément en fait, de ce rapport à l'existant. Non pas pour dire, encore une fois, il faut construire comme avant, mais ce serait ridicule, mais pour dire à un moment donné, quand on a des qualités spatiales, ces qualités spatiales, en fait, dans le contemporain, il faut qu'elles soient en place. Après, nous, on ne travaille pas que dans l'existant. Par contre, on évite, on essaie le plus possible, évidemment, d'aller dans des territoires qui ne sont pas du tout urbanisés. Ça, c'est clair que ça peut être vraiment rédhibitoire. Et de fait, quand on est face à un promoteur, les combats, c'est très récent même là, c'est en effet, on se bat sur la hauteur sous plafond en disant attendez, venez visiter nos opérations et dites-nous. Mais j'en parlais en aparté, un des arguments, voilà, le cynisme est quand même à son comble aujourd'hui. Le cynisme de la hauteur sous plafond, par exemple, c'est qu'un maître d'ouvrage aujourd'hui va dire mais non, c'est beaucoup trop de chauffage. Donc c'est beaucoup trop de chauffage, donc c'est pas écologique de faire de la hauteur sous plafond. Je parle du nouveau, de ce qui sort de terre aujourd'hui. Donc, alors, il y a peut-être des logiques un peu différentes parce que vous parliez en effet de la RIVP, des logiques STIEM, et je pense qu'on est vraiment quand même dans des vrais bons maîtres d'ouvrage. Enfin, voilà. La réalité du terrain, en fait, alors plutôt en province peut-être, mais moi qui est ma réalité, elle n'est pas celle-ci, en fait. Alors, il y a aussi des super maîtres d'ouvrage. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on a réussi à apporter, c'était avec des très bons maîtres d'ouvrage. Mais c'est quand même vraiment, ça reste super hard, en fait. Hein. J'ai un artifice pour convaincre le promoteur. Si on lui dit 2,70 m à 20 cm électrique, mais on lui dit 2,70 m pour les bureaux, vous êtes fou, on les fait à 3,20 m, c'est ça. Et alors, dans ce cas-là, si je te donne 2,70 d'un côté et de l'autre, ça te va? Ah mais non, il faut que je mette mes faux plafonds parce qu'il y a des trucs qui passent et tout. Et donc, c'est la question du propre et du sale. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quand même quelques traînasses bien disciplinées? Et alors là, 210. Mais surtout, quand il réagit bien, il va très vite et il se dit, au 4e étage, je gagne un étage pour faire du bureau. Et là, et je l'ai vécu avec Vinci, ça. L'horizon s'éclaircit. Oui, voilà. Donc, et vous les dépeignez vraiment comme des êtres vénaux. Mais c'est peut-être le cas. Je ne sais pas, je ne suis pas promoteur. Et je ne suis pas architecte, donc j'ai la liberté d'interpréter. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Non? Oui. Alors, tiens, je vais la mettre. Est-ce que vous pouvez me faire passer vers... Bonjour et merci pour la conférence. Ce serait une question pour Maëlle Tessier. Déjà, merci pour votre enthousiasme. C'est assez contaminant. Et je me posais la question, au tout départ, vous parliez d'intimité, que pour être bien avec les autres, il fallait d'abord être bien chez soi. Et sur votre projet à Bouguenais, on voit déjà sur les plans qu'effectivement, des fois, c'est pas très lisible, tellement c'est proche, c'est serré. Et je me demandais, vu que je me pose des questions sur la proximité, comment vous imaginez un peu la communauté là-bas? Est-ce que on est un peu dans une ère où on prône une communauté où il faut un maximum d'échanges, un maximum de liens avec tout le monde? Est-ce que vous pensez que c'est pas si important que ça et que c'est vraiment d'abord le logement en lui-même et à cette échelle du logement que les choses se font? Alors, je ne sais pas si j'ai tout entendu, mais je crois. Je prends l'exemple du projet de Mauves-sur-Loire, le premier que j'ai montré. Au début, ceux qui font partie du conseil d'administration d'une maison de retraite, c'est souvent les gens qui habitent dans le centre-bourg. Et surtout, en fait, quand on leur a présenté avec Mathieu le projet, l'esquisse du projet, donc on est sur une parcelle de 520 mètres carrés. Et puis donc, on propose 6 logements. En disant, alors il y en a un qui est à l'étage, mais qui a une très belle vue sur la Loire, mais les autres, on leur dit, ils auront tous un espace extérieur, mais l'idée d'une pièce d'extérieur. On aime bien parler de pièce d'extérieur. Et la première réaction, c'est 520 mètres carrés, 6 logements, mais ça va pas bien, parce que eux, ils ont tous une maison avec un jardin, on tourne autour, etc.
Bon, malgré tout, on a réussi à les convaincre, en tout cas, voilà, à leur dire on va voir. Alors on a commencé à composer ce projet, on leur a amené une maquette et on leur a montré un peu voilà, la proximité nécessaire pour fabriquer des espaces d'entre-deux, des espaces interstitiels, et en même temps comment on va traverser sans forcément voir son voisin, sans qu'il se barricade pour autant. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le mot de la relation d'emplacement des volumes les uns par rapport aux autres. C'est que et Bougnet, en fait, l'autre projet, il décline ça. C'est-à-dire qu'à la fois, la question des seuils est de se dire qu'il y a plein d'espaces entre l'espace public et l'espace de l'intimité. Il y a une multiplicité de seuils. Il y en a plein d'autres. Aldo Van Eyck était quelqu'un qui défendait cette question du seuil superbement, en fait. Et en fait, donc, quand on fabrique Adalta, Bougnet, en fait, tout le travail de composition qu'on a, on se dit il faut absolument que les gens aient un espace d'extérieur, mais qui ne soit pas forcément au vu de tous, en fait. Et donc, c'est pas au vu de tous. Il y a malgré tout des courettes qui, elles, sont au vu de tous, mais il y a toujours un autre espace plus intime. Donc, c'est la gradation, en fait, de ces espaces extérieurs. Et moi, je pense qu'on ne force pas non plus les gens à vivre ensemble, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr que dans un monde idéal, peut-être tout le monde parlerait ensemble. Dans la réalité, c'est un peu différent. Par contre, le fait qu'il y ait un peu des infractuosités, alors de fait, autant vous dire qu'à Adalta, c'est que parce qu'on est dans l'existant qu'on a pu le passer au niveau thermique. Bien sûr que si on regarde tout que sous le prisme thermique, dont on a beaucoup parlé et qui est nécessaire, mais si on regarde que sous ce prisme-là, on ne fait pas Adalta et on ne fait pas Bougnet, on ne fait pas Mauves-sur-Loire non plus. Et c'est en ça que pour nous, l'existant, en tout cas dans la question que Gaël Pignet soulevait, la question des villages, des bourgs, etc., qui sont aussi nos territoires à réactiver ou à activer quand ce n'est pas le cas. Il y a aussi d'autres solutions et c'est une des solutions. Mais c'est vrai que cette épaisseur intérieure-extérieure, c'est quelque chose qu'on porte fort. Ouais. Merci beaucoup. Et qui est aussi, Angélique, et qui est aussi ce qui doit être le savoir-faire de l'architecte, relation d'espacement et relativité des dispositifs. Oui. Enfin, pensée relationnelle. Oui, je voulais vous remercier pour votre présentation. Ce qui me fait penser que l'architecture est éminemment située, finalement, et les projets d'architecture aussi dans leur montage d'opérations, c'est-à-dire à qui on s'adresse et puis où est-ce qu'on s'adresse. Ça permet vraiment de faire des arbitrages très fins. Donc merci de remettre cette question de la situation sur le projet, de la présence éminemment importante de l'architecte, du diagnostic au chantier. Et le projet de Canal, effectivement, me fait penser à la qualité, en fait, la qualité quand on vous voit intervenir chez Claude Parent, c'est que éminemment la base existante est d'une très grande qualité aussi. Donc, quand on fait du neuf, et je pense que là, il ne s'agit pas d'arbitrer si on doit faire du neuf ou de la réhabilitation, mais à chaque fois de poser un regard éminemment qualitatif et aussi de construire, de mettre l'énergie, l'argent tout simplement dans le diagnostic. Dans le diagnostic, mais aussi dans le construit, dans les savoir-faire, dans la matérialité du bâti. Et bon, le dernier promoteur est parti, mais le BRS, quand il permet de baisser le coût des logements, ça me rend triste dans le sens où on pourrait le mettre aussi dans la qualité du construit, quoi. Donc voilà, en tout cas, merci de recentrer, ou d'amener ces sujets-là ici parmi nous. Est-ce que je peux vous décevoir, mais chaleureusement, hein. Et ça ne me concerne que moi. Il y a un moment, je me permets de le dire parce que j'ai passé les 70 ans, c'est que ça n'est plus un combat de bien finir son bâtiment. Et je dirais même que Lacaton et Vassal et Bouchin, que je citais tout à l'heure, ils se font fort de dire « je sors du catalogue, c'est comme ça, je fais brut ». Bon. Et nous, chaque fois qu'on a fait des transformations, on les a soignés. Je les soigne encore aujourd'hui. On refait les locaux de Libération. Et je vois la guerre que c'est pour avoir des détails. C'est-à-dire que quand on vient... Quand vous avez l'entreprise qui dit « je mets les plaintes
je mets les plaintes avant le sol, vous commencez à vous poser des questions, quoi. Et c'est là où je trouve que... Mais c'est très personnel ce que je vous dis. Et c'est très personnel et c'est presque... C'est très intime, c'est de la vie privée. C'est qu'à un moment, quand on sait les proportions, on sait la matière, on sait à peu près construire. Ce qui est vraiment mon urgence aujourd'hui, c'est de comprendre les process. Quand j'ai appris très tardivement qu'une chambre étudiante, enfin, un logement étudiant, c'était un produit fiscal, mais j'avais, je sais pas, j'avais déjà 50s, quoi. Et aujourd'hui, à l'agence, les gens qui ont votre âge, à peine plus, ils ne le savent pas, il faut que je leur dise. C'est quand même incroyable que dans les écoles d'architecture, comme nous sommes ici, on n'est pas pour se défendre, mais pas pour se défendre, pour accompagner, je dirais. La réflexion sur la fiscalité, je ne dis même pas qu'on sache construire, c'est encore autre chose, ça. Mais pourquoi des décisions sont prises, par exemple, sur le réversible au ministère, et qu'à un moment, les ministres s'en vont, que les cabinets virevoltent, et que vous vous retrouvez avec les pompiers, où j'étais hier à Bordeaux pour essayer de leur faire entendre raison sur quelque chose qui a été voté, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de penser à ces zones en anticipation. Vous voyez les zones dont je vous parle, les mauvais lieux. Parce que c'est sur ces lieux-là qu'on va déployer notre travail d'architecte. Et je ne vous contredis pas du tout sur les qualités, hein, je vous assure. Et merci de l'avoir remarqué. On se bat tous les jours à l'agence pour ça. Mais peut-être parce que je suis plus ancien, je me dis, il faut se dépêcher, nous tous, d'aller dans ces zones d'activité économique qui sont monofonctionnelles. On peut fabriquer la ville, et allons-y aujourd'hui avec nos gros sabots, parce qu'on va faire comprendre aux élus qu'il est possible de faire ville ici. Voilà. Et après, si j'arrive, ou ceux qui suivront arrivent à remettre de la qualité, tant mieux. Mais qu'est-ce que j'ai souffert d'avoir vu Scarpa, moi, Once a Line. J'en ai vraiment souffert. Enfin, j'ai été émerveillé à 20 ans, et puis essayer de faire Scarpa aujourd'hui, quoi. Il a moins construit que vous. Enfin, ça me fait dire, en tant qu'enseignante, qu'il y a peut-être aussi intérêt à transmettre la contre-histoire, c'est-à-dire comment les projets naissent, émergent, pourquoi à un moment on fait du Scarpa, pourquoi on fait du lac à Vassal. Enfin, ça, effectivement, le bain du process et de la situation, de la configuration du projet et des conditions du projet sont éminemment importantes. Mais on n'a jamais autant parlé d'architecture aujourd'hui que dans les médias. On ne parlait jamais d'architecture. De temps en temps, il y avait un Pritzker qui paraissait, on faisait la une avec Koulas, mais tous les matins, quand vous écoutez Inter ou Culture et tout, on ne parle que de carbone, on ne parle que de terre fertile, on ne parle que de ZAN et tout. Mais c'est dingue, c'est-à-dire que ça devient aussi important que l'actualité. Et pourtant, les journalistes ne connaissent rien à l'architecture. Et donc, c'est là où on doit se déplacer. On doit se déplacer parce que c'est nous qui allons faire à la fois le paysage, les bourgs. C'est drôle parce que Marne-la-Vallée, quand on l'a fondée, on voulait l'appeler Bourgville et territoire. Bourgville, pour ceux qui connaissent Bourgville. Bon. Et c'est pas passé. Je regrettais, je dis, on s'est vraiment dégonflé là. Mais c'est vraiment ça, c'est bourg, ville et territoire, c'est vraiment où on doit surgir. Et quand je fais exprès de parler de Scarpa, que j'admire évidemment, mais je me dis que le combat, il n'est plus là, il n'est plus sur la façade héroïque, il n'est plus sur le bienfait. On ne doit pas être des donneurs de leçons, il faut au contraire qu'on conjugue nos leçons, faut qu'on soit dans des groupes, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire de la recherche, il faut dans les écoles qu'on introduise d'autres systèmes pour essayer d'avoir non pas toute la science, mais de savoir parler à l'autre. C'est ça qui m'intéresse. Mais pardon, vraiment, encore une fois, merci d'avoir vu qu'il y a des détails soignés. Mais je trouve que c'est bien que vous soyez tous dans l'école des deux. J'associe aussi Frédéric Drouillot à ça, parce qu'elle est élémentaire, quoi. Je veux bien juste rebondir, après j'imagine qu'on doit peut-être... Ça va, on est juste sur sa question du soin qu'on porte. En fait, moi, je pense, on dit souvent, il n'y a plus de savoir-faire, il y a plus de... Voilà, il y a les artisans, c'est plus ce que c'est, etc. Moi, je pense qu'on a méprisé aussi, en fait. Il y a aussi une question de l'attitude de l'architecte sur les chantiers, qui n'est pas le tout sachant. Et en fait, par exemple, Scarpa, typiquement, moi, dans un projet, Zélige, pour ne pas le citer, pour reciter,
En fait, je leur ai amené, j'ai amené un morceau de Scarpa, voilà, de façonnage. Alors, j'ai pas pu faire du Scarpa, hein. Mais par contre, on a fait appel du coup à une mosaïste à un moment et on a pu faire, c'est des toutes petites choses. Dans un appel d'offres, ça pèse rien. Je pense qu'Éric Girard l'a même pas vu, mais elle est partie. Mais en fait, voilà. Et à un moment donné, on a du soin. On a huit petits endroits comme ça dans la cour de Zélige où on a de la mosaïque avec une fine feuille d'or et c'est des logements sociaux et voilà. Et on peut aussi avoir des surprises comme ça. Mais à un moment, c'est aussi cette attitude que l'on a quand on coordonne 17 corps d'État, quand on est dans une réunion de chantier, où en effet, ça peut vite partir un peu en vrille. Mais il faut quand même... à mon sens, hein, voilà, mais c'est ce qu'on partage à l'agence, il y a une manière de s'adresser aux gens, il y a une manière d'être respectueux des savoir-faire. Et en creusant un peu quand même, on se rend compte que personne n'a envie de faire des trucs nuls non plus, quoi, en fait. Et qu'il y a même beaucoup de gens qui en souffrent, en fait, soit de leur hiérarchie, soit de l'entreprise, de comment elle est gérée, etc. Donc voilà, c'est pas que tout le monde est au bon endroit ou à sa bonne place. C'est que je pense vraiment que la question de la culture du chantier, si elle ne revient pas de manière... Et alors ça, faire entendre ça à un maître d'ouvrage, c'est pas si simple, parce que c'est aussi comment vous valorisez vos honoraires là-dessus. Ça veut dire d'être extrêmement présent sur le chantier. Pour Adalta, c'est Nolwenn et Mathieu qui ont suivi. Ils étaient 2 toutes les semaines, en fait. Je veux dire, c'est une réunion, c'est une journée complète toutes les semaines, sur place, plus tout le reste. Donc, pour moi, en fait, il y a encore cette... moi, l'idée du façonnage, du soin, je ne vais pas parler de ma sonnette, mais voilà, je peux en parler, la sonnette, une sonnette en laiton, de se dire c'est quoi une sonnette. On a paumé en route, en fait, au long du XXe siècle, on a perdu des choses. Et il y a, à mon sens, des choses quand même réellement à réactiver. Et quand on est à Nantes, on a aussi un bassin industriel incroyable avec des gens qui savent faire plein de trucs, quoi, en serrurerie, voilà. Mais c'est aussi ça qu'il faut peut-être, voilà. Non, mais j'ai peut-être été maladroit. Pas du tout, je pense pas du tout. Philippe, on fait nos choses. Une dernière intervention, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Donc on a en effet beaucoup d'industries dans le coin jusqu'au chantier de Saint-Nazaire, qui était une autre variété du bassin industriel. Merci Fabienne. Et puis, moi, je voulais vraiment vous remercier pour ce courage aussi de valoriser l'intelligence de la main, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de moments où on valorise tous les procédés de création architecturale, qui soient électroniques, informatiques, etc. Et on oublie du savoir-faire du construit. Et on en parle assez peu souvent et on est de moins en moins reconnu pour nos capacités à le contrôler, à le valoriser, à le comprendre et également à produire des créations qui soient réalisables dans le temps, donc la pérennité. Donc je vous remercie. Et puis je voulais faire aussi un petit commentaire sur mon petit hochement de tête sur le permis de faire, hein, LOA, LCAP au départ. Et pourquoi ce hochement de tête? C'est tout simplement à la lecture du conditionnement des dérogations dans le décret, ça m'a fait peur. Parce qu'en fait, et si tu as réussi à le réaliser, vraiment je t'en félicite, parce qu'il y a des tas de strates administratives complémentaires qui demandent au maître d'ouvrage d'établir un dossier avec des tas d'éléments qui sont traités au conditionnel. Donc un architecte qui va investir là-dedans n'est absolument pas certain d'aboutir. Et si on le fait de manière collective, je pense qu'on va faire avancer les choses. Mais effectivement, ça peut être aussi la ruine des agences parce que cet élément qui a été rajouté, il faut avouer que par moment, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une certaine coquetterie à le faire en disant oui, les architectes, on vous donne des dérogations, mais alors on vous met tellement de conditions dans nos décrets d'application qu'au final, surtout, n'y allez pas. Donc bravo de l'avoir fait et puis je serais effectivement ravi de pouvoir véhiculer cette idée que c'est possible à beaucoup plus de confrères, et notamment dans notre région. Bien, merci beaucoup et merci à vous deux.